Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. On a l'annonce officielle des nouveaux processeurs Intel génération 14. On a quelques petits problèmes chez AMD avec l'anti-lag plus et puis plein d'autres trucs. Allons-y, c'est parti. Et donc on commence avec les nouveaux processeurs d'Intel entre guillemets. Puisque bon, la génération 14 est officielle, et effectivement, comme on le savait depuis un bon moment maintenant, la génération 14 sur PC de bureau, c'est un refresh de la génération 13. Et donc comme du côté du hardware, c'est plus ou moins exactement la même chose que sur la génération 13, eh bien les générations 14 sont donc toujours compatibles avec les cartes mères en chipset 600 et 700 actuelles. On a toujours également la compatibilité pour la DDR4 et la DDR5, de ce côté-là, ça ne change absolument pas. Et donc un petit peu comme au moment du lancement de la génération 13, eh bien Intel ne va lancer dans un premier temps que 3 déclinaisons, donc on aura l'i9 14900K, alors ça reste très similaire au 13900K, on est toujours sur du 8 gros corps, 16 petits corps, c'est juste que les fréquences sont un petit peu plus élevées, puisqu'ici on a jusque 6 GHz, là où sur la génération précédente c'était 5.8, donc grosso modo c'est juste un 13900 KS qui sera proposé à un tarif un petit peu moins élevé, puisqu'au niveau des tarifs dans l'ensemble, c'est plutôt ça la bonne nouvelle, c'est que les tarifs sont les mêmes que ceux de la génération précédente, et j'ai envie de dire encore heureux quelque part, puisqu'en dehors de ça, il n'y a pas grand chose qui change. Alors on retrouve ensuite l'i7 14700K, bon comme prévu, comme ce qu'on avait entendu dire, c'est le seul processeur où il y a vraiment du changement par rapport à la génération précédente, puisqu'on passe de 8 gros corps plus 8 petits corps à 8 plus 12 maintenant. Donc on a un petit up au niveau du nombre de petits corps pour le 14700K, ce qui est une plutôt bonne chose, d'autant plus qu'ici aussi, le tarif reste le même que sur la génération précédente. Là, on peut dire qu'on nous en donne un petit peu plus pour le même tarif, et dans l'ensemble, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le processeur le plus intéressant dans l'histoire jusqu'ici, puisque pour le 14600K, on reste sur la même configuration que sur la génération précédente, à savoir 6 gros corps plus 8 petits corps. Par contre, lui aussi connaît un petit boost au niveau des fréquences, puisqu'on passe de 5.1 à 5.3. Donc bref. Dans l'ensemble, il n'y a rien de vraiment hyper excitant ici au niveau des specs, c'est plus ou moins la même chose, avec des fréquences un petit peu plus élevées en dehors du 14700K. Sur cette présentation, alors il y a un accent qui a été quand même mis autour de l'overclocking. Bon, l'overclocking pour moi côté processeur, sur les générations actuelles depuis un moment maintenant, c'est pas hyper intéressant la plupart du temps puisqu'on peut pas vraiment gratter grand chose. La belle époque où on pouvait augmenter la fréquence de son processeur d'1 GHz, elle est quand même assez loin derrière nous. Donc bref. Là au niveau de la com, on voit qu'Intel a principalement annoncé qu'il devrait y avoir une amélioration au niveau du contrôleur mémoire sur les processeurs de la génération 14. Puisqu'apparemment ce serait plus simple qu'avant d'aller au-delà des 8000 mégatransferts. Sur la génération 13, c'était un petit peu la loterie. Malgré tout, c'est quand même important de préciser que le XMP, même si Intel indique que c'est peut-être plus simple qu'avant d'aller dans les hautes fréquences, on va dire, pour la DDR5, ça reste complètement aléatoire puisque c'est considéré comme de l'overclocking, donc il n'y a rien de garanti. La seule chose qui est garantie au niveau des fréquences de la RAM, c'est les fréquences de base à 5600 mégatransferts, donc peut-être que c'est plus simple qu'avant, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les processeurs accepteront les 8000 mégatransferts. Mais bon, on attendra d'en savoir un petit peu plus malgré tout. Et l'autre truc autour de l'overclocking qu'Intel a présenté, c'est une nouvelle version du XTU, le programme d'overclocking sous Windows d'Intel, avec apparemment maintenant un mode d'overclocking automatique amélioré avec l'intelligence artificielle. C'est tendance, bon. Apparemment, ça repose sur des modèles prévu par Intel avec un entraînement à intelligence artificielle. Pour l'instant, ça ne fonctionne qu'avec le 14900K et KF, et de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu sur une vidéo de chez Intel, ça prend en compte plusieurs choses sur votre config, au niveau de l'alimentation, de la qualité du courant, comment les corps se comportent, et également le système de refroidissement pour pouvoir faire un overclocking de base relativement facilement. Donc, qu'est-ce que ça donnera en pratique? On sait pas trop. Peut-être que ça permet de faire un petit overclocking rapide relativement stable. On verra bien. Il y avait déjà ce genre de truc au sein de XTU, mais selon Intel, c'est mieux maintenant. Donc bon, c'est du software, quoi qu'il arrive. C'est un petit peu dommage que ce soit disponible uniquement sur le 14900K, mais peut-être que par la suite, ce sera supporté sur les autres processeurs aussi. Et un autre truc qu'Intel a présenté, alors c'est l'Intel Application Optimization, apparemment c'est plus dédié pour le gaming pour améliorer les performances, avec apparemment une meilleure gestion des ressources du côté du processeur, pour apporter des performances en plus. Alors, ça semble quand même être uniquement du software. Est-ce qu'il y a vraiment une raison que ce soit bloqué uniquement au processeur de la génération 14 ? J'ai envie de dire non.
Après peut-être qu'il y a une nouvelle fonction sur le processeur, hein, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait quand même. Mais si c'est pas le cas, c'est un petit peu dommage que ce soit bloqué sur la Gen 14. Après il reste encore à voir en pratique comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment un gros boost de performance comme c'est présenté ici? Là pour le moment c'est quand même hyper vague. Sinon au niveau des performances, Intel a présenté plusieurs benchmarks et sans grande surprise ici contre le 7950X 3D. Bon, j'ai envie de dire, c'est grosso modo la même chose. Intel trouve légèrement plus, je crois que c'est 2% en moyenne en plus. Autant dire que les deux processeurs font égalité, c'est juste qu'il y a certains jeux où le 7950X 3D sera devant, il y en a d'autres où ce sera le 14900K, mais ça je dirais c'était déjà un petit peu le cas, déjà maintenant, avec le 13900KS par exemple. Du côté applicatif, on a eu ce slide aussi qui montre une comparaison avec le 7950X, le 14700K et le 14900K. Et dans l'ensemble, sur les programmes qui ont été choisis, on voit que les processeurs d'Intel ici sont légèrement devant. On a aussi ce slide qui montre l'évolution entre le 12700K, le 13700K et le 14700K. Alors effectivement, là on voit qu'il y a des gains plutôt sympathiques, particulièrement en applicatif. Puisque entre le 12700K et le 13700K, on avait eu des petits corps en plus, et là aussi, entre le 13700K et le 14700K, on a aussi des petits corps en plus, ce qui n'est pas le cas pour les autres processeurs, donc c'est pas spécialement surprenant qu'Intel ait choisi celui-là pour faire ce comparatif. Et on a également un autre slide au niveau du gaming qui montre le 14900K en face du 7950X, du 7800X 3D et du 7950X 3D, sans grande surprise, c'est un petit peu comme sur le slide de tout à l'heure. Les X3D sont très proches du 14900K et le 7950X est un cran en dessous, mais je dirais ça, il n'y a rien de nouveau. Donc bref, au niveau des performances, il n'y a rien d'hyper surprenant dans ce qu'on vient de voir ici. Par contre, la grande absente dans l'histoire, c'est l'efficacité énergétique, puisqu'on se doute bien que pour les processeurs de la génération 14, vu qu'on a une augmentation de fréquence, je dirais globale, la consommation n'a pas dû baisser par rapport à la génération 13. Alors, on avait eu quelques échos comme quoi il y aurait le DLVR d'activer sur la génération 14 qui devrait aider au niveau de la conso. Est-ce que cette optimisation du côté de la conso a été mangée du coup par l'augmentation des fréquences? C'est pas impossible, mais dans tous les cas, on s'attend à ce que la conso soit assez similaire à la génération précédente, et c'était un petit peu le problème de la génération 13 chez Intel déjà. C'était quand même une consommation très élevée, particulièrement pour le 13900K. Là, ça devrait être la même chose pour le 14900K aussi. Donc bref, dans l'ensemble, pas de surprise ici pour cette génération 14, c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. La bonne nouvelle, c'est que les prix ne changent pas. Je dirais que la seule chose que l'on pourrait espérer, c'est que ça fasse baisser un petit peu encore les prix de la génération 13, qui reste du coup très compétitive, puisque c'est plus ou moins la même chose. Alors j'ai vu que c'était déjà en vente aux États-Unis. Chez nous, pour le moment, il n'y a rien, donc ça devrait plus tarder, je pense. Probablement peut-être cet après-midi, alors je pense que les benchmarks, les tests devraient apparaître dans pas trop longtemps non plus. Après moi je vais essayer de mettre la main sur un des processeurs dans pas trop longtemps, j'espère pouvoir faire un test assez rapidement, donc on verra bien comment ça se passe. Et on passe maintenant du côté des cartes graphiques avec AMD et la 7750 GRE qui refait parler d'elle, on en avait déjà entendu parler en rumeur il n'y a pas si longtemps que ça. La chose qui change, c'est qu'à l'époque on avait entendu dire que la 6750 GRE serait une 6700 10 Go, avec peut-être des unités en plus, on savait pas trop ce que c'était en fait. Ici apparemment, selon une fuite de chez Gigabyte, la 6750 GRE serait un modèle avec 12 Go de VRAM et devrait être disponible à partir du 18 octobre. Au niveau du nombre de corps, on pense que c'est similaire à la 6710 Go, mais c'est juste qu'elle aurait 12 Go de RAM au lieu de 10. Donc bref, en toute logique, elle devrait se situer au niveau des performances entre la 6710 Go et la 6700 XT. Rien de bien excitant dans l'histoire, on verra bien si ça arrive chez nous d'une manière ou d'une autre. Les 7900 GRE par exemple, on les trouve chez certains assembleurs, mais en dehors de ça, il n'y a pas de vente au détail. Et pendant qu'on est chez AMD, on va parler de l'AMD Fluid Motion Frame. Alors le Fluid Motion Frame, j'en ai fait une vidéo il y a quelques jours, mais le jour où j'ai sorti la vidéo, il y a une nouvelle version de la FMF qui est sortie. Et elle apporte apparemment quand même quelques petites nouveautés plutôt sympas, comme apparemment maintenant il y a la prise en charge du HDR qui était absent dans la version que j'ai testée. On a également des améliorations du support des jeux DirectX 11 et DirectX 12. Apparemment les jeux Vulkan fonctionneraient aussi maintenant. Personnellement j'ai pas encore testé cette nouvelle version, mais il paraît que dans l'ensemble ça fonctionne un petit peu mieux au niveau de la qualité d'image et du frame pacing principalement, donc ça semble être un petit peu plus propre des premiers tours que j'ai vus à droite à gauche. Donc bon, j'y reviendrai à un moment ou à un autre, c'est juste que là pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de m'y remettre, mais bon, c'est intéressant de voir qu'AMD patch déjà cette technologie assez rapidement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si personnellement je suis plus intéressé de voir le FSR2 et le FSR3 évoluer plutôt que la FMF, mais bon,
s'ils font ça en parallèle des autres trucs, c'est pas une mauvaise nouvelle pour autant. Alors toujours chez AMD, mais du côté de l'anti-lag plus ici, bon ça j'en avais parlé dans l'onglet communautaire de la chaîne, en disant attention, si vous mettez l'anti-lag plus, donc avec les RX 7000, dans Counter-Strike 2, eh bien, vous pouvez être banni, puisqu'apparemment c'est compté comme un cheat par le VAC actuellement, le système anti-cheat de Valve. Alors pour rappel, l'anti-lag plus, c'est la solution concurrente d'AMD au Reflex d'NVIDIA, c'est censé réduire la latence dans les jeux. Mais bon, là le gros problème apparemment, c'est que l'anti-lag plus pour fonctionner, ça modifie un petit peu le fonctionnement de certaines DLL du titre, et du coup ça flag en tant que cheat l'anti-lag plus, ce qui est quand même plutôt malvenu. Puisque bon, ce type de technologie, c'est très pratique pour diminuer la latence avec le frame generation et tout ça, mais ça donne aussi un petit avantage dans les jeux compétitifs, quand ça fonctionne bien tout du moins. Du coup, le dernier driver de chez AMD qui avait rajouté justement l'anti-lag plus dans Counter-Strike 2 a été retiré au téléchargement sur le site d'AMD, et on attend une mise à jour qui corrige le problème. Et apparemment, les personnes qui ont été bannies sur Counter-Strike 2 à cause de l'anti-lag plus ne seront plus bannies une fois que tout ça se sera réglé. Mais je dirais que le gros problème dans l'histoire pour AMD, c'est que l'anti-lag plus, ça crée d'autres soucis dans d'autres jeux aussi, pas juste sur Counter-Strike 2, puisqu'apparemment sur Call of Duty Warzone, ça crée pas mal de crash, et sur Apex Legends, là aussi, il y a des gens qui se font bannir. Donc, il y a vraiment un truc qui va pas au niveau du fonctionnement de l'anti-lag plus avec les jeux compétitifs et les systèmes d'anti-cheat. Alors dans l'idée, l'anti-lag plus, le fait que ça fonctionne par les drivers et que ça demande certains réglages de la part d'AMD au niveau des drivers, c'est plutôt une bonne idée puisqu'ils n'ont pas besoin du coup d'intervenir auprès des jeux et des développeurs pour rajouter la technologie, comme c'est le cas pour le Reflex d'NVIDIA. Mais là on voit que pour l'instant, alors est-ce qu'il y a eu un manque de communication de la part d'AMD pour le fonctionnement de son anti-lag, plus pour que ça fonctionne bien dans les jeux, que ça pose pas de problème? On ne sait pas trop. Je dirais que la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que pour l'instant, comme ça ne concerne que les détenteurs de RX 7000, ça limite un petit peu la casse, puisque je pense qu'ils sont quand même beaucoup moins nombreux que les détenteurs de RX 6000 pour l'instant, mais ça reste quand même une boulette assez gênante, ça le fait pas, on va dire. Donc bon, faut espérer que ce soit résolu assez rapidement et que les personnes qui ont été bannies à cause de ça ne soient plus bannies le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que c'est pas cool. Et pendant qu'on est dans le pas cool, on passe chez Nvidia avec les RTX 4090 qui ont regrimpé de prix. Alors les 4090 et d'autres cartes sur le site d'Nvidia, les Founders Edition, elles ont tendance à fluctuer au niveau du tarif selon le cours euro-dollar. Donc il y a des moments ça descend, et là il y a des moments comme maintenant où ça remonte. Là ça a repris 30 €. Ça fait jamais plaisir. Après, de toute façon, la 4090 Founders Edition, c'est pas la carte la moins chère. On en trouve des moins chères, des partenaires dans d'autres boutiques. Donc en réalité, ça change pas grand chose pour les acheteurs. Mais bon, ça fait jamais plaisir. Et l'autre truc pas cool du côté de chez Nvidia au niveau tarifaire, c'est une augmentation du tarif de GeForce Now. Puisque pour le moment, pour rappel, le mode Priority, donc la version classique de GeForce Now, ça coûtait 10 € par mois, ce qui n'était pas très très cher dans l'absolu. Maintenant, c'est 11 €, 10,99 €. Et pour la version Ultimate, la version 4080, c'était 20 € jusqu'ici, maintenant c'est 22 €, donc c'est une augmentation de 10% en gros du prix du GeForce Now. C'est un petit peu dommage, l'augmentation ça commence à partir du 1er novembre. Si vous êtes abonné au service et qu'il vous plaît et que vous voulez payer le moins cher possible, c'est peut-être le moment de reprendre 6 mois pour au moins avoir le prix classique avant l'augmentation des tarifs. Donc bref, là aussi ça fait pas plaisir. Toujours chez Nvidia, on a vu passer ça la semaine dernière, il y avait eu des rumeurs comme quoi le Frame Generation fonctionnerait sur l'RTX 2000 et 3000 sur Portal Prelude RTX, qui est un remix de Portal avec du ray tracing et tout ça, un petit peu comme Portal RTX qui était sorti il y a quelques mois. Et ce qui se passait ici apparemment, c'est qu'effectivement, avec la DLL sur le titre, on avait l'impression que le Frame Generation fonctionnait avec les RTX 2000 et 3000, puisqu'on avait une forte augmentation de FPS, mais apparemment c'était un bug d'affichage, puisqu'en réalité ça ne fonctionnait pas vraiment. Puisqu'au lieu d'avoir une frame générée comme sur RTX 4000, ce qui se passait ici avec les RTX 2000-3000, c'est qu'on avait une frame répétée. Donc en fait, il n'y avait pas d'interpolation qui a été faite, c'était juste la frame précédente qui était répétée. Et donc en fait, au niveau du frame time, on avait juste une frame qui restait plus longtemps à l'affichage. Donc c'était pas du frame generation, c'était juste un bug d'affichage. Alors après, bien évidemment, cette histoire-là, ça a relancé un petit peu les rumeurs comme quoi le frame generation pourrait fonctionner sur l'RTX 2000 et 3000. Bon, pour l'instant, c'est toujours pas concrètement faisable, puisqu'on n'a toujours pas la preuve que ça peut être fait. Donc on ne peut que se fier au discours officiel d'NVIDIA qui est que ça ne peut fonctionner que sur la RTX 4000. Après, moi, ce que je trouve dommage dans l'histoire, c'est qu'NVIDIA ne propose pas une solution annexe pour le matériel un petit peu plus ancien, puisque bon,
même si ça fonctionne moins bien sur la RTX 3000, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire fonctionner quelque chose, même si la qualité d'image est un petit peu moins bonne, ou si c'est un petit peu moins rapide, que le gain en performance entre guillemets est moins bon, si au moins ça pouvait fonctionner et que ça apporte un petit gain pour les anciennes gènes, ce serait plutôt cool. C'est vrai que c'est toujours rageant d'avoir des nouvelles technologies qui apparaissent et que l'ancien matos ne soit pas compatible, même si bon, ça arrive régulièrement, hein, du côté des cartes graphiques. De ce point de vue-là, ça arrivera encore par la suite, mais ça arrive déjà depuis des dizaines d'années sur PC, c'est pas nouveau non plus. Mais bon, je disais déjà un petit peu la même chose pour le DLSS 2, que ça fonctionne sur la RTX 2000, 3000 et 4000, c'est cool, mais c'était dommage à l'époque que ça ne fonctionne pas aussi d'une manière ou d'une autre sur la GTX 1000, même si la qualité d'image était un petit peu moins bonne, ou si le gain en performance était un petit peu moins bon, puisqu'Intel a montré que c'était faisable, de la même façon, puisque le XeSS, il fonctionne mieux sur les cartes de chez Intel, puisqu'elles ont leurs Matrix Core qui sont très similaires aux Tensor Core d'NVIDIA, et il y a une autre version du XeSS qui fonctionne également sur les cartes de NVIDIA et sur les cartes d'AMD. Et cette version-là du XeSS est plus lourde. Au niveau de la qualité d'image, c'est pas exactement la même chose que le XeSS qui marche sur les cartes d'Intel, mais au moins c'est une autre option qui fonctionne. Et c'est un petit peu dommage qu'NVIDIA n'ait jamais fait ça pour ses clients sur les cartes d'ancienne génération par exemple. Là, pour le DLSS 3, le Frame Generation, c'est pareil. C'est dommage qu'il n'y ait pas une autre version, même moins bien, qui soit disponible pour leurs anciennes cartes. L'autre grosse news de la semaine dernière, c'est l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Le rachat est passé, je dirais enfin, ce feuilleton-là est bouclé. Donc c'est officiel, maintenant Activision Blizzard King, ça fait partie de Microsoft. Pour le meilleur et pour le pire, je dirais, on verra bien ce que ça donne en pratique, et l'impact que ça aura du côté des jeux qui apparaîtront sur le Game Pass ou pas, le prix du Game Pass qui a toutes les chances d'augmenter par la suite. Est-ce que c'est positif ou négatif? Difficile à dire. C'est vrai que jusqu'ici, les jeux, les studios qui ont été rachetés par Microsoft, c'est pas toujours évident. On l'a vu avec Redfall, c'était un petit peu la catastrophe. La Forza Motorsport qui est sortie il y a pas longtemps, c'est pas le succès qui était prévu, je pense non plus. Starfield, le soufflet est quand même très vite retombé, donc c'est vrai que du côté qualité des jeux, Microsoft a encore pas mal de choses à prouver, puisque c'est vrai que depuis les rachats, par exemple chez Bethesda, on n'a pas eu grand chose d'incroyable, je dirais. On verra bien ce qui se passe avec Activision Blizzard, mais je suis un petit peu sceptique, on va dire. Et si vous trouvez que sur PC on se fout de notre gueule, sur console également, puisque la PS5 Slim a été annoncée la semaine dernière elle aussi. Et là, c'est quand même un petit peu rigolo, puisque au niveau hardware, c'est exactement la même chose que les consoles actuelles, il n'y a rien qui change au niveau des performances et tout ça, c'est le même matos. Par contre, ce qui change, c'est la taille de la console, puisque c'est une version slim qui ne porte pas son nom. PlayStation présente ça comme un nouveau modèle de PS5, et c'est vrai que d'ordinaire, quand c'est une version slim, elle coûte moins cher, mais là, le prix reste exactement le même qu'actuellement. La PS5 avec le lecteur Blu-ray, c'est 550€, puisque je vous le rappelle, elle avait monté de prix par rapport au prix de lancement. Elle avait pris 10%. Le prix reste le même, la console est plus petite, donc coûte sûrement moins cher à fabriquer. La PS5 digitale, c'est 450€. Par contre, là ici vous voyez qu'il y a un pied en dessous. Sur le modèle actuel de la PS5, le pied était inclus avec la console pour la mettre à la verticale. Sauf que maintenant, le pied pour ce nouveau modèle, c'est un pied premium qui est vendu pour 30€. Donc en réalité, la console coûte plus cher qu'avant. Là, je dirais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est au niveau du SSD, du stockage, puisqu'avant c'était 825 Go, il me semble, et maintenant c'est 1 Tera. Il y a quelques petits changements au niveau des ports USB et tout ça. L'autre changement, c'est au niveau du lecteur Blu-ray, puisque celui-ci peut être rajouté même sur le modèle digital, et là ça coûte 120€ pour rajouter ce lecteur Blu-ray, ce qui est quand même assez cher, et ce qui fait que ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter le modèle avec lecteur tout de suite. Donc là aussi, c'est un petit peu abusé, je trouve 120€ pour un lecteur Blu-ray. En gros, on vous vend une console moins chère à fabriquer qu'avant, mais au même prix, et avec un pied en option. Là où normalement, ces versions slim coûtent moins cher, surtout que là on arrive à 3 ans depuis la sortie de la PS5 classique, on voit que là aussi, du côté des consoles, les tarifs ont tendance à augmenter. On entend aussi que les jeux pourraient coûter plus cher dans un futur proche et tout ça. Donc il n'y a pas que sur PC que les prix montent. Du côté des consoles aussi, je dirais de toute façon, quoi que vous achetiez à l'heure actuelle, quasiment les prix augmentent surtout. Comme je dis à chaque fois, faites un tour au supermarché, les prix grimpent en flèche. Il n'y a pas de raison que le matos sur PC ne suive pas cette tendance, que ce soit justifié ou pas, mais malheureusement c'est le monde dans lequel on vit. Mais c'est vrai que là, ce lancement pour la PS5 Slim, c'est un petit peu tristouné. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez donner de la force à la chaîne, les trucs pénibles de YouTube,
la page Ko-fi de la chaîne et tout ça, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!